Bon lundi midi à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas retrouvé leur place, je vous inviterai à le faire, s'il vous plaît. Bienvenue à ce dîner hors-série politique organisé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Je me nomme Anne-Marie Bercier, je suis responsable des communications et des relations publiques pour la Chambre. Je vous souhaite la bienvenue. C'est avec plaisir qu'on va vous présenter aujourd'hui tout d'abord les gens, les dignitaires qui se trouvent à la table d'honneur. On y va avec, je vous demanderai d'ailleurs aux gens de la table d'honneur de bien vouloir se lever quelques instants pour la présentation, s'il vous plaît. Michel Dufresne, président de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce. Charles Malo, vice-président et chef de l'exploitation pour Emballage Nord-en-Pac. Jean-Guy Parent, associé principal Intercom Services Immobiliers. Jean-Jacques Rainville, avocat, associé et président du conseil de direction chez Dunton Rainville. Maxime Guévin, directeur général Vidéotron Services d'affaires. Maître Martin Fortier, avocat de chez Chantal d'Amour Fortier et président de la CCIRS. Madame Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et des Sports, ministre responsable de la Montérégie et députée de Taillon. Et notre invité d'aujourd'hui, le ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, président du comité ministériel de l'identité, député de Marie-Victorin pour le Parti québécois, M. Bernard Drainville. Vous pouvez les applaudir. Comme la Chambre se dévoue à développer des ressources pour l'entrepreneurship, c'est un message très positif que nous achemine aujourd'hui le gouvernement actuel par la voix de M. Drainville. Je tiens à souligner d'ailleurs la présence de d'autres personnes, d'autres vedettes de la scène politique. Mme Sadia Gregué, qui est avec nous également aujourd'hui, elle qui est députée de Saint-Laurent pour le nouveau Parti démocratique. Excusez-moi, bonjour, bonjour Mme Gregué. Ainsi que Pierre Nantel, qui lui est député fédéral de Longueuil pour Pierre Boucher, pour le NPD également. Merci de votre présence. Donc, l'équipe de la Chambre, je le disais, travaille très fort sur la relève. Il y a divers projets qui ont été lancés dernièrement. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de feuilleter le magazine du mois de février, je vous invite à le faire dans les prochains jours. C'est un dossier qu'on a consacré à des prises, justement, de relève, les échanges qui se créent au sein des entrepreneurs, aux cédants et aux cédés. Donc, et je vous invite à nous faire part de vos commentaires, d'ailleurs, quand vous prendrez connaissance de ce magazine. Comment reprendre confiance en nos moyens et nos aptitudes? Le Québec peut compter sur la fibre entrepreneuriale et la créativité d'une génération d'affaires très dynamique. M. Drainville va nous présenter ce midi des éléments qui vont très certainement faire croître notre enthousiasme à tous. Alors, voici l'ordre du jour pour le dîner d'aujourd'hui, ce hors-série donc politique qui a été concocté par l'aile jeunesse, je le répète, de la Chambre de commerce. Je vais céder la parole dans quelques instants au président de la Chambre, M. Martin Fortier. Va suivre la présentation officielle de notre invité d'aujourd'hui. Cette présentation va s'effectuer par un des grands partenaires de la Chambre, soit M. Maxime Guévin, directeur général chez Services d'affaires Vidéotron. Ensuite, M. Drainville va nous offrir sa présentation d'aujourd'hui et il y aura une période de questions pour ceux qui aimeraient approfondir certains éléments. On terminera avec le repas, mais je vous invite dès maintenant à commencer votre entrée. Bon appétit à tous. Donc, sur ce, j'invite le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud à venir vous saluer en ce retour de relâche. Voici M. Maître Martin Fortier. Alors, bonjour à vous tous. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui sont de retour de relâche. Vous savez, si vous êtes comme moi, ce n'est pas vraiment des vacances. Hein? C'est une relâche, on travaille de façon différente. Alors, on est content aujourd'hui d'accueillir M. Bernard Drainville. Surtout content de constater que notre ministre accorde une grande importance à l'entrepreneurship. Vous savez qu'à la Chambre de commerce, on fait des pieds et des mains pour stimuler l'entrepreneurship. Nous avons, entre autres, nos CAP, qui s'intitulent « Connaître, apprendre et partager sur la relève ». Nous avons aussi notre service de mentorat qui fait partie d'un des meilleurs du Québec, dont notre président, M. Couture, abat un travail exceptionnel. Alors, s'il y en a qui, parmi vous, ont de l'intérêt pour devenir mentor, on vous invite à postuler. Et s'il y en a qui ont de l'intérêt pour recevoir les services de mentor, on vous invite évidemment à en faire part à notre directrice générale.
Sur ce, je veux vous parler d'un événement très important qui aura lieu le 19 avril prochain et qui aura pour titre le lancement économique de l'autoroute 30. Vous savez, l'autoroute 30, là, c'est utile si on veut se véhiculer de l'est en ouest ou d'ouest en est, mais c'est très important pour le transport des marchandises. À toutes les personnes à qui j'en parle, qui sont dans le domaine, des experts dans le domaine, ce que je ne suis pas, sauront vous le dire, c'est très important. Alors, on a parlé de pôle logistique de transport dans l'ouest, on a parlé de pôle logistique de transport dans l'est, mais un pôle de logistique de transport, c'est une chose, mais l'autoroute 30, toutes les retombées économiques que ça peut occasionner, c'est très important. C'est pour ça que le 19 avril, on crée un événement et on espère vous y voir en grand nombre pour qu'on puisse venir poser nos questions puis venir chercher des réponses sur l'activité économique véhiculée par l'autoroute 30. Là-dessus, je vous souhaite un excellent repas et surtout une belle semaine et un bon retour de relâche. Merci. J'inviterai maintenant M. Maxime Guévin, directeur général chez Vidéotron Services d'affaires et grand partenaire de la Chambre, à venir nous faire la présentation de M. Drainville. Alors, bonjour à tous. C'est à titre de partenaire privilège de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud que Vidéotron est fier de s'associer à cet autre midi hors série politique organisé par l'aile jeunesse de la Chambre. Alors, parlons de notre invité maintenant. Nous pouvons noter très tôt son intérêt pour la politique. Après un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa, Bernard Drainville complète, en 1988, une maîtrise en relations internationales à la London School of Economics. L'année suivante, il entreprend sa carrière à la radio de Radio-Canada à Windsor pour rapidement se joindre à l'équipe du Bulletin d'information de Montréal pour y couvrir la scène politique municipale. En 1997, son travail est d'ailleurs récompensé. Il mérite le prix Judith Jasmin, récompense annuelle de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, soulignant les meilleurs reportages. Tout cela après avoir révélé des irrégularités dans le financement du maire de l'époque, Pierre Bourque. Des irrégularités dans le financement politique. Bref. Toujours pour Radio-Canada, il devient par la suite correspondant parlementaire à Ottawa, où il couvre les allées et venues de Jean Chrétien et de son équipe. En 2001, il quitte pour l'Amérique latine, encore à titre de correspondant pour Radio-Canada. Plusieurs entrevues majeures sont alors effectuées avec, notamment, celui qui est encore président, ou qui était, je devrais dire, encore président du Venezuela jusqu'à son décès la semaine dernière, Hugo Chavez. En 2007, seulement 6 mois après sa nomination comme chef du barreau de Radio-Canada à l'Assemblée nationale du Québec, il a envie de s'impliquer dans l'action politique différemment et décide d'entreprendre une carrière politique sous la bannière du Parti québécois. Personnalité publique très appréciée de la population québécoise, les autres partis craignent cette arrivée de taille au sein du Parti québécois. Alors que plusieurs souhaitent le voir se hisser davantage à l'avant-plan lors des remous au sein de son parti en 2007 ainsi qu'en 2011, c'est plutôt à titre de rassembleur que M. Drainville s'efforce de faire figure. Il lance même une consultation citoyenne en ce sens. Père de famille et mari dévoué, il sait protéger plus que tout sa vie privée. Je vous invite donc à accueillir un homme profondément impliqué dans sa communauté, notre député de Marie-Victorin, élu depuis le 19 septembre 2012, ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, ainsi que président du Comité sur l'identité, M. Bernard Drainville. Marie, ma collègue, Madame Duplain, qui représente le collègue Stéphane Bergeron, Pierre Nantel, ainsi que Sadia Grouillet, tous les deux députés au Parlement fédéral.
Je salue également les représentants du monde municipal de la Ville de Longueuil, Mme Parent, Sylvie, Nathalie, Boisclair, M. Roy, Roger, très content de vous voir. Je salue également Michel Dufresne, qui est le président de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce qui m'a invité ici aujourd'hui. Et je salue, bien entendu, votre président, M. Fortier, ainsi que votre directrice générale, Mme Bergeron. Écoutez, j'avais préparé tout un discours, mais je le relisais ce matin, alors il est ici. Et je me disais que, dans le fond, ce serait plus intéressant que je vous parle un peu plus informellement, que je vous livre un peu mes réflexions sur ma vision de l'entrepreneurship, que je vous parle un peu de moi aussi pour que vous sachiez un peu comment je suis arrivé à m'intéresser à l'entrepreneurship. Donc, une discussion peut-être un peu plus informelle, si vous me le permettez. D'abord, je dois vous dire, je suis un fils de cultivateur. J'ai été élevé sur l'île du Pas, qui est une île entre Berthier et Sorel. Et pour ceux qui connaissent un peu le monde agricole, vous savez que les cultivateurs sont des entrepreneurs qui vivent avec le risque de la température notamment. Mon père était producteur laitier, donc il y avait un cadre étatique quand même qui diminuait son risque avec la gestion de l'offre. Mais quand même, j'ai vécu avec toutes sortes d'aléas, de hauts et de bas, qui viennent avec le fait d'être propriétaire de ton entreprise, de ne pas toujours être sûr que les conditions gagnantes vont être en place. Alors, il fallait vivre parfois avec une vache qui était malade puis qui diminuait tes revenus. Il fallait vivre avec le bris d'équipement parfois qui survenait, causé entre autres par le fils, qui n'était pas toujours à la hauteur. Pas pour rien que je me suis retrouvé journaliste. Quand je suis devenu journaliste, fin des années 80, c'est la période à peu près où le Québec a découvert sa nouvelle garde d'affaires. C'était des années où on était très, très fiers du Québec Inc., qui avait pris son élan, pris son envol, notamment avec des programmes comme le régime d'épargne-action. Donc, on avait permis à un certain nombre de nos entreprises de prendre leur envol avec ces programmes. Des entreprises, d'ailleurs, qui sont représentées aujourd'hui comme Cascade, Vidéotron, Québecor, ont connu un très bel essor, notamment grâce à ce programme d'EREA. Et donc, moi, j'arrivais dans le journalisme et l'économie était in. C'était important, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de journalisme. De journalistes, dis-je, qui étaient expérimentés dans le domaine économique. Et moi, j'arrivais, le nouveau, j'avais par mes études découvert quand même ce monde-là, le monde de l'économie. Et donc, on m'a donné ce dossier-là très rapidement. Et mon travail, c'était de rendre ça intéressant. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Les dossiers économiques, c'est moi qui s'en occupais. Dans l'équipe à la radio d'abord, à la radio régionale, puis par la suite, quand je suis arrivé à Montréal, ils m'ont envoyé tout de suite au magazine économique de Radio-Canada, qui était diffusé le samedi midi, pour certains qui s'en rappellent, Les Affaires et la vie. Et le travail que nous faisions, nous, jeunes reporters, et moi, et en particulier un autre jeune reporter, Pierre Duchesne, c'était d'aller dans les entreprises. Chaque semaine, il fallait trouver une nouvelle entreprise, puis aller rapporter ce qui se passait dans cette entreprise-là. Aller interviewer l'entrepreneur, lui demander comment ça allait, les défis du marché, comment est-ce qu'il allait s'y prendre pour grandir. Dans certains cas, il y avait déjà des problèmes de transfert d'entreprise qui se posaient, la succession. Comment est-ce qu'on assure la survie d'une entreprise qui en est à sa première, dans certains cas, dans sa deuxième, dans certains cas, dans sa troisième génération? Comment on s'assure que cette entreprise-là reste dans la famille ou reste au Québec, du moins? Toutes ces questions-là étaient déjà posées à ce moment-là. Bon, je vous épargne les détails, mais bref, par la suite, dans d'autres de mes affectations professionnelles, la question économique, la question d'affaires, la question de l'entrepreneurship a été très importante dans les affectations qui m'ont été données. Et c'est comme ça que, peu à peu, j'ai développé cet intérêt pour l'entrepreneuriat et pour ceux et celles comme vous qui êtes entrepreneurs. Je dois vous ajouter aussi que j'ai une femme entrepreneur. Elle est propriétaire de 2 commerces, Martine, pour ceux qui la connaissent, une vraie femme d'affaires, qui me rappelle constamment les défis de l'entrepreneur. Hier encore, qui me faisait la leçon, puis qui me disait
Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas davantage de l'entrepreneurship? Pourquoi est-ce que vous ne nous valorisez pas davantage? Tu me dis que nous autres, les entrepreneurs, c'est elle qui parle, là. Tu me dis que nous autres, les entrepreneurs, là, on est les principaux créateurs de richesse au Québec. Puis pourtant, ça ne semble pas être une valeur importante dans le discours public puis dans le discours politique. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire d'abord qu'il y en a qui y croient, et au sein de notre gouvernement, nous sommes nombreux à y croire. Mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que la valeur entrepreneurship, la valeur de l'entrepreneuriat, n'est pas suffisamment valorisée au Québec. Puis je pense qu'il faut remédier à ça parce que vous êtes non seulement des grands créateurs de richesse et d'emplois, mais vous êtes également des formidables sources de fierté. C'est une des choses, dans le climat de morosité actuel que l'on traverse, c'est une des choses dont les Québécois sont les plus fiers, et ça depuis longtemps, depuis, je dirais, les années 80, quand on voyait arriver ces nouvelles entreprises. La semaine passée, je lisais les journaux, puis j'étais très fier, moi, de voir que Bombardier avait décidé de lancer sa série C ici au Québec. On sait qu'ils auraient pu le faire ailleurs, mais ils ont décidé de construire ici, chez nous, ce nouvel avion. J'étais fier de ça, moi. Je pense que je ne devais pas être le seul à être fier de ça. Vous êtes des sources de fierté, puis vous êtes des sources d'inspiration. Et encore aujourd'hui, je pense que certaines de nos entreprises québécoises comptent parmi les plus grandes sources de fierté. Quand on voit ce qui se passe avec Couche-Tard, qui est en train de devenir un grand géant sur le plan international, quand on regarde des entreprises comme les Jean Coutu, les Cascades, les CGI, les Québécois Vidéotron de ce monde, on est très fiers. Et j'ajoute aussi, et je le fais par exprès, les SNC-Lavalin, les Dessau, les Génivard, les CIMA. C'est important que nous disions à quel point ce sont des fleurons dans l'économie québécoise. Et il ne faut pas que dans le climat actuel, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est une expertise exceptionnelle que nous nous sommes donnée au Québec. En particulier, grâce aux grands chantiers du Nord, l'État a joué un rôle dans l'éclosion de ces grandes sociétés du génie et de la construction. Et oui, il y a eu des erreurs qui ont été commises et les personnes qui sont responsables de ces erreurs-là doivent rendre des comptes. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces sociétés-là sont des actifs, sont des fleurons qui créent beaucoup d'emplois, qui représentent une expertise exceptionnelle. Ce sont dans certains cas des exportateurs également. Et il faut veiller à les protéger et il faut s'assurer de leur avenir pour la suite des choses. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit à quel point vous étiez important et à quel point il fallait vous le dire, il faut aussi, je pense, poser des gestes qui vont confirmer ça, qui vont rendre ça concret. Une des choses que j'entends beaucoup quand je discute avec des entrepreneurs, puis je prends la peine, je vous le dis, c'est sûr que mon mandat Institution démocratique et participation citoyenne ne touche pas directement la chose économique, quoique la question démocratique nous touche tous, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas mon premier mandat, mais je prends la peine quand même à chaque année de rencontrer des entrepreneurs. Je crée l'occasion pour le faire parce que je pense que c'est extrêmement important de rester branché sur le milieu des affaires et sur le milieu de l'entrepreneurship. Et une des choses que les gens me racontent à satiété, constamment, à toutes les fois que je les vois, c'est la lourdeur administrative, la lourdeur bureaucratique, le besoin d'un allègement réglementaire. Puis je dois vous dire qu'on y travaille présentement. On est conscient que c'est un problème. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on a même créé un comité. La première ministre a créé ce comité-là, qui est présidé par le secrétaire général du gouvernement, Jean Saint-Gelais. Ce comité-là, encore la semaine passée, j'étais au Conseil des ministres, je discutais avec lui, puis je voyais sur son écran d'ordinateur l'inscription du comité sur l'allègement qui se réunissait donc la semaine passée. Et l'objectif de ce comité-là, c'est justement d'arriver avec des recommandations puis des moyens très concrets qui vont vous rendre la vie plus facile, qui vont vous permettre de vous concentrer sur vos affaires,
sur le développement de votre entreprise, sur la création de la richesse, sur la création d'emplois, plutôt que d'être pris constamment avec les contrôles et cette lourdeur bureaucratique qui est parfois très lourde, on le reconnaît. Alors, ce comité-là se réunit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la vice-présidente de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante siège sur ce comité-là. En fait, elle est la coprésidente du comité. Je cherche son nom. Je vais le retrouver tout à l'heure. Madame Hébert, Martine Hébert. Alors, on a voulu s'assurer justement que les entrepreneurs soient présents autour de la table pour qu'on arrive avec des recommandations très concrètes qui vont vous permettre justement de traverser plus facilement les demandes, par exemple, que vous pouvez adresser dans certains cas. Les demandes qui vous sont faites également dans certains cas, que vous trouvez parfois trop lourdes. Alors ça, c'est du travail qui est fait présentement et il y aura des résultats et on va arriver avec des changements concrets qui vont vous faciliter la vie. Le principe, par exemple, qui veut qu'à toutes les fois qu'on crée un nouveau contrôle, bien qu'on en élimine un en même temps. Ça, je pense que c'est un principe qui est extrêmement important. Donc, quand on crée une contrainte administrative, il faudrait en éliminer une en même temps pour ne pas qu'elle s'additionne, justement. Ça, c'est un des principes qui guide les travaux du comité. Une des choses également que j'entends très souvent, c'est l'idée qu'il y ait une porte d'entrée par laquelle vous pourriez vous adresser à l'État. Donc, l'idée d'un guichet unifié. Et les mots sont importants ici. On a souvent parlé de guichet unique. Là, je vous parle de guichet unifié. L'idée, donc, de s'assurer que les CLD et la Banque de développement économique ne fassent qu'un et que le CLD devienne pour vous, les entrepreneurs, la porte d'entrée par laquelle vous allez pouvoir connaître les programmes auxquels vous avez accès, la porte d'entrée par laquelle vous allez connaître l'aide à laquelle vous avez accès, que ce soit du capital patient sous forme de garantie de prêt ou de prêt, que ce soit du capital de risque. Notre intention, c'est de faire du CLD la porte d'entrée dans cette nouvelle banque de développement économique que nous allons créer. Donc, on ne tasse pas du chemin, on ne réduira pas le rôle des CLD. Au contraire, on va l'élargir, le renforcer pour qu'il devienne votre interlocuteur. Et une fois que vous êtes arrivé par cette porte-là, qu'on puisse vous envoyer au bon endroit, selon les besoins que vous aurez. Et là, je parle de toutes les entreprises. Je parle des entreprises également d'économie sociale. Je parle des entreprises coopératives. Les entrepreneurs, de façon générale, auront cette porte-là qui devrait, je le pense, c'est certainement notre intention, vous faciliter la vie. Donc, ce guichet unifié avec le CLD qui vous ouvre la porte sur la Banque de développement économique qui, comme vous le savez, va intégrer Investissement Québec. Ça, c'est un moyen très concret. Un autre qu'on veut se donner, qu'on veut vous donner pour assurer justement plus d'efficacité, moins de paperasse, pour que les affaires se fassent plus rapidement qu'elles ne se font présentement, puis qu'on aille chercher les résultats plus rapidement. La question de la relève également, elle est très importante. Hélène, votre directrice générale, m'a sensibilisé à ça. C'est une autre question sur laquelle on travaille présentement. Je n'ai pas de résultats à vous donner aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très conscient du problème. Je me suis entretenu en chemin ce matin, là, en prévision de notre rencontre d'aujourd'hui, avec le cabinet de notre ministre des Finances et de l'Économie, Nicolas Marceau, et il me disait, à son cabinet, il me disait, c'est une question sur laquelle on travaille et on est effectivement très conscient du problème, notamment au niveau de la fiscalité. Quand vient le temps de faire un transfert d'entreprise, ce n'est pas toujours simple. Alors, on essaie de trouver des solutions à ça, un nouvel encadrement fiscal qui permettrait à un papa ou à une maman de laisser à ses enfants l'entreprise dans des termes acceptables. Puis si ce n'est pas possible d'avoir de la relève dans la famille, bien qu'on puisse trouver des façons de garder le plus possible cette entreprise-là au Québec. Alors là-dessus aussi, on travaille. Puis évidemment, bien, on a des institutions qui vont devoir jouer leur rôle, notamment la Caisse de dépôt va devoir jouer son rôle dans ce domaine-là. Alors, tout ça pour vous dire, donc, on est très conscient au gouvernement du Québec qu'il y a des choses qui doivent être faites, qui peuvent être faites. C'est des choses qui traînent depuis longtemps. C'est des problèmes que vous avez soulevés à moult reprises. Moi, depuis que je fais du journalisme économique des années 80, j'en entends parler. Mais je pense qu'on est dû maintenant pour faire une espèce de grand ménage
pour justement vous aider, vous autres les entrepreneurs, à faire votre travail puis à vous concentrer sur vos affaires. Il faut que je vous parle aussi un peu de l'approche que le gouvernement s'est donnée depuis l'élection du mois de septembre dernier, parce que moi, j'ai la prétention de dire que les valeurs qui nous animent, les principes qui nous guident dans notre gestion gouvernementale jusqu'à maintenant, sont des principes et des valeurs auxquels vous tenez, vous, les entrepreneurs. On gère serré depuis qu'on est là en septembre. On veut que ça balance. C'est des choses qui sont importantes dans votre gestion quotidienne. C'est des choses qui sont très importantes dans la nôtre également. Je ne ferai pas de politique partisane aujourd'hui, mais on n'a pas hérité d'une maison en ordre. C'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait des comptes pas payés dans la boîte à mal, qui débordaient de la boîte à mal, puis il y avait des minous en dessous des divans, puis il y avait des fuites. Alors, on essaie de réparer puis mettre de l'ordre dans la maison progressivement au fur et à mesure où on a les moyens de le faire. Mais l'idée de faire du ménage, de remettre la maison en ordre, c'est une préoccupation de tous les instants. Puis parlez-en à n'importe lequel ministre, n'importe laquelle des ministres, je vais vous dire, on a des choix pas évidents à faire parce qu'on essaie justement de vivre selon nos moyens, ce qui nous oblige notamment à prioriser les investissements publics. Il y a beaucoup trop d'annonces qui ont été faites qui n'étaient pas budgétées, et là, on est pris pour dire aux gens à qui on l'a annoncé, à qui on a pris des engagements, on a fait des promesses. Écoutez, vous allez l'avoir, mais ça va prendre un peu plus de temps que prévu parce que, justement, il faut y aller par étapes. Alors, on gère serré. On veut que ça balance. On essaie de redonner confiance également. J'ai parlé de morosité tout à l'heure, là. Quand tu lis les journaux ces temps-ci, c'est assez déprimant, merci. Ce n'est pas une image du Québec qu'on aime. Mais moi, je pense que c'est un bout difficile que l'on traverse présentement. C'est une mauvaise passe dont on va sortir, je pense, assez rapidement, mais on n'a pas le choix de prendre acte des problèmes que nous avons laissés s'accumuler et qu'il faut maintenant régler. C'est important de redonner confiance. C'est un principe que vous connaissez bien, hein? Votre business s'appuie sur la confiance de la clientèle, la confiance de ton personnel, la confiance que tu sais inspirer en la qualité de tes produits. Bien, je vais vous dire, moi, actuellement, là, le niveau de confiance envers les élus, de façon générale, la classe politique, la démocratie, les institutions de l'État sont au plus bas. Et moi, je pense que notre travail comme gouvernement, et moi comme ministre en particulier, mon mandat, c'est de travailler à redonner confiance aux gens. Et c'est pour ça que j'étais si fier de déposer le projet de loi sur le financement des partis politiques. Puis je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs parmi vous qui devaient être fiers de ça également. De cette idée que les partis soient financés en fonction des résultats électoraux, que les élus soient moins pris par la collecte des fonds, là, qu'on puisse se consacrer davantage à gouverner ou à chercher les meilleures idées, qu'on réfléchisse aux meilleurs moyens de faire avancer notre société plutôt que de tenir constamment des cocktails à gauche et à droite. Je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie et je ne crois pas que vous nous en ferez des reproches là-dessus. Quand j'ai dit aux gens, on a l'intention d'aller de l'avant avec l'engagement que Mme Marois a pris de mettre fin aux primes que les élus se versent alors qu'ils n'ont même pas terminé leur mandat. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais reçu autant d'appels au bureau de comté que j'en ai reçu dans les jours qui ont suivi cette confirmation publique qu'on allait aller de l'avant. C'est des sommes qui sont minuscules, mais les gens attendent de nous, les citoyens attendent de nous que l'on donne l'exemple dans la gestion des fonds publics. Et un élu qui quitte avant la fin de son mandat, qui ne respecte pas l'engagement qu'il a contracté auprès de ses concitoyens, ne devrait pas recevoir une récompense. Il ne devrait pas recevoir une prime de départ s'il ne l'a pas mérité. C'est des gestes concrets, ça, qui visent justement à redonner confiance. L'autre chose aussi qu'on essaie de mettre en pratique depuis qu'on est là en septembre, c'est l'idée qu'on paye le juste prix pour ce qu'on achète. On sait qu'on a payé trop cher pour plein de choses. Il faut recréer des règles de marché qui vont faire en sorte que les contribuables qui payent pour les contrats publics vont en avoir pour leur argent.
C'est pour ça qu'on a déposé la loi 1 qui dit un entrepreneur qui applique pour un contrat, qui soumissionne pour un contrat, devrait être quelqu'un honnête. L'honnêteté devrait être inscrite quelque part. La probité devrait être inscrite quelque part parce que c'est un privilège d'obtenir un contrat de l'État qui est payé par le bon contribuable. On l'inscrit, ça, dans la loi 1, et ça vise, encore une fois, à redonner confiance et à s'assurer qu'on en ait pour notre argent. On essaie d'assainir le bilan aussi. Vous savez, c'est quoi assainir le bilan, vous autres? Bien, nous autres, on essaye d'assainir le bilan. La dette, elle est trop élevée. On le reconnaît. Ça n'a pas de bon sens de laisser un endettement comme celui-là à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est pour ça que ça prend l'équilibre budgétaire dès l'an prochain, puis on va prendre tous les moyens pour y arriver. C'est un engagement qu'on a pris, puis on a l'intention de le tenir. Mais l'idée, ce n'est pas juste de dire qu'il faut que ça balance à un moment donné les revenus et les dépenses, c'est aussi qu'à un moment donné, il faut arrêter, si vous me permettez l'expression, de loader la carte de crédit pour ceux et celles qui vont nous suivre. Donc, on assainit le bilan. Et dans le dernier budget, on a dit l'indexation des tarifs d'hydro, là, ça va aller sur la dette, cet argent-là. La politique de redevance minière là, qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, là, ça va aller sur la dette, l'argent qu'on va aller chercher avec ça. Les économies qu'on va générer en fermant Gentilly, on va mettre ça également sur la dette. Parlant de Gentilly, ça m'amène à parler du long terme. Les décisions qu'on a prises sur Gentilly ou sur l'amiante, c'est des décisions qui visent à assurer l'avenir. On aurait très bien pu, vous savez, hein, pour des raisons partisanes, dire non, on ne touche pas à Gentilly, parce qu'on sait qu'en Mauricie puis au centre du Québec, ça ne sera pas populaire. On ne touchera pas à l'industrie de l'amiante parce qu'on sait que dans ce coin-là, ça ne sera pas populaire. On a pris un engagement puis on l'a tenu. Pourquoi? Parce qu'à long terme, ça n'a pas de bon sens de continuer avec le nucléaire puis l'amiante. Ça n'a pas de bon sens de continuer à mettre de l'argent là-dedans. Il faut penser à long terme. Donc, gérer en fonction de quelques années, sinon quelques générations en avance. Ça aussi, je pense que c'est un principe qui vous est cher. Parce que vous savez qu'à un moment donné, quand on construit une entreprise, oui, il faut livrer des résultats pour les trimestres, mais il ne faut jamais sacrifier la construction à long terme de l'entreprise. Et c'est ça qu'on essaie de faire actuellement avec l'État québécois. Puis tout ça, il faut le faire aussi en assurant les conditions de croissance puis de développement économique pour l'avenir. Je sais qu'il y en a parmi vous, je le sais parce que j'ai déjà eu des discussions avec vous là-dessus, qui sont inquiets pour l'avenir énergétique, qui ont peur qu'on laisse passer des occasions comme celle, par exemple, de développer le potentiel énergétique sur l'île d'Anticosti ou le potentiel pétrolier dans le Golfe à Old-Harry. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'intention d'aller de l'avant avec le cadre, évidemment, environnemental qui s'impose. Mais si la Norvège est capable de le faire, pourquoi nous ne serions pas capables de le faire? Pourquoi on ne serait pas capable d'aller chercher ces ressources-là, développer notre économie et s'enrichir collectivement à même cette énergie qu'on importe présentement d'un peu partout dans le monde? C'est de l'argent qui sort du Québec, alors qu'on pourrait utiliser nos propres ressources. Alors, je vous le dis, Mme Marois a pris un engagement dans le discours inaugural. Je peux vous dire que Mme Ouellette et M. Marceau travaillent là-dessus, notamment. Eux travaillent là-dessus, il y en a d'autres aussi. Puis notre objectif, c'est d'aller de l'avant avec ce chantier-là. Parce que c'est bien beau, à un moment donné, de gérer serré, c'est bien beau de gérer ton risque, c'est bien beau d'assainir le bilan, mais à un moment donné, il faut créer également la richesse, il faut créer des occasions de développement économique. Alors, c'est une vision qui est responsable. Il y a deux mots que j'aimerais que vous reteniez, redressement et responsabilité. On est effectivement dans une opération de redressement présentement. C'est ça qu'on fait. On est en train de faire du redressement. Certains d'entre vous ont connu le redressement d'entreprise. Nous autres, on fait du redressement d'État, redressement gouvernemental. Puis on le fait au nom de la responsabilité. Vous savez, moi, j'ai choisi le Parti québécois parce que je suis un indépendantiste. Puis je suis un indépendantiste d'abord et avant tout parce que ça nous permettrait d'être responsables de notre destin. Mais la responsabilité, là, ce n'est pas juste un projet politique, c'est une valeur aussi. C'est un état d'esprit. On est là-dedans. Je vais vous dire, on met en pratique nos convictions puis nos valeurs présentement dans notre gestion au quotidien. Alors, l'avenir, moi, je pense que l'avenir est pas mal plus positif que ce que les titres et l'actualité nous laisseraient croire présentement.
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, plutôt semaines que mois, je pense, mais on ne sait jamais, vous devriez avoir des nouvelles sur les négociations du traité de libre-échange avec l'Europe. De façon générale, les entrepreneurs sont plutôt favorables à ce genre d'entente qui permettent d'accroître le commerce international, qui permettent d'ouvrir des occasions, des opportunités sur les marchés internationaux. Et vous savez, on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un traité comme celui-là qui va nous ouvrir un marché de 500 millions. Ça reste, malgré les problèmes économiques de l'Europe, ça reste le principal marché international en termes de consommateurs. Et on veut effectivement donner à nos entrepreneurs et à nos entreprises l'occasion d'exporter davantage sur le marché européen, notamment parce que le marché américain est pas mal moins dynamique qu'il ne l'a été. Nos exportations ont beaucoup diminué sur le marché américain. Et donc, il faut compenser en ouvrant d'autres marchés. Et un de ces marchés-là, ça peut être le marché européen. Et c'est justement quand ça va mal qu'il faut se positionner sur ces marchés-là. Et on pense qu'à travers cette entente avec l'Europe, on va être capable de se positionner. On va permettre à certaines de nos entreprises de se positionner. La semaine passée, Nicolas nous faisait disons, une espèce de compte-rendu de la situation. Et il nous disait notamment que c'était très intéressant que l'équipement des motoneiges, lorsqu'elles entrent sur le marché européen, lorsqu'on veut vendre des motoneiges, par exemple, à la Finlande, à la Suède, aux pays nordiques, on est frappé d'un tarif présentement. Le même tarif s'applique à nos concurrents que sont Yamaha, la japonaise, et que sont Polaris et Arctic Cat du côté américain. Nicolas nous faisait valoir que si on était les premiers à signer ce traité de libre-échange, on serait les premiers à bénéficier de l'élimination des tarifs qui s'appliquent sur les motoneiges de Bombardier. Et donc, on donnerait une chance à Valcourt et à nos entreprises qui fabriquent ce matériel-là d'exporter davantage sur le marché européen puis de créer des jobs pour notre monde chez nous, là. C'est un exemple très concret que je vous donne d'un bénéfice très concret que nous pourrions retirer de cette entente de libre-échange. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça à ce stade-ci, parce que je m'approche de la conclusion, c'est qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, les entrepreneurs. Moi, je pense que l'entrepreneurship doit devenir une valeur nationale au Québec. Je pense qu'il faut vous mettre de l'avant, je pense qu'il faut vous valoriser, je pense qu'il faut dire à quel point vous êtes important pour le présent et pour l'avenir de notre société. On a été bâti grâce à des entrepreneurs. C'était quoi les voyageurs au début de la Nouvelle-France? Ce n'étaient pas des entrepreneurs. Ils partaient avec le canot, prenaient tous les risques, ils allaient chercher les fourrures là où elles se trouvaient, les ramenaient dans la métropole. Les fourrures partaient pour la France. Enfin, on les ramenait à Québec, Montréal, Trois-Rivières, puis ils partaient pour la France. Moi, je pense qu'il faut redécouvrir ces valeurs-là là, qui nous animaient au départ. Là. Les valeurs de prise de risque, d'innovation, de créativité. Et c'est pour ça que vous êtes si important pour la suite des choses. Et moi, je pense qu'ici, sur la Rive-Sud, on a un noyau, une masse critique de gens exceptionnels et de très belles entreprises qui peuvent être des leaders, justement, dans cette idée qu'il faut que l'entrepreneurship et l'entrepreneur deviennent un personnage central pour la suite de notre histoire économique, mais de notre histoire, point aussi. Quand je regarde le rôle, puis vous me permettrez de les nommer, évidemment, j'en oublie dès que j'en nomme, là, mais ça fait depuis 2007 que je suis député de Marie-Victorin, puis je les ai vus aller. Puis je pense que là où je suis rendu, je suis capable de vous dire que des femmes comme Sonia Godbout, là, puis des hommes comme Serge Brasset, c'est des trésors pour notre économie. C'est des gens exceptionnels qui travaillent avec vous, justement, les entrepreneurs. Sonia, je la vois aller parce que je siège au conseil d'administration, pas aussi souvent que je voudrais ces temps-ci, mais qu'est-ce que vous voulez? Puis Serge Brasset, je le vois aller, je suis allé visiter son cégep la semaine passée, le centre de recherche, là, le centre de transfert technologique en aérospatial, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, il est ici, là, puis il vous fera visiter ça. Excuse-moi, Serge, je te book ton agenda comme ça, là.
mais c'est extraordinaire. Ce qu'on a sur la Rive-Sud, là, on a des belles entreprises, on a des créneaux extraordinaires. Puis on a vous, une classe d'entrepreneurs qui est dynamique. Alors moi, ce que je veux vous dire, puis c'est le message d'ensemble que je veux vous laisser, c'est qu'on y croit. On y croit comme gouvernement. On y croit comme personne aussi. Puis on veut travailler avec vous pour faire en sorte que le Québec continue à avancer, continue à créer des beaux emplois, continue à créer un avenir économique pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire, vous savez, en 400 ans. Hein? C'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire. On est à côté de la Rome moderne, là, puis on a réussi à rester fidèle à nos valeurs, puis à notre langue, puis à notre culture. On a réussi, on était défaits, battus, vaincus, puis on a réussi, par notre jarnigoine, par notre effort collectif, par notre volonté de prendre des risques, de se donner, puis de créer toutes sortes de belles entreprises, puis de se donner une classe d'affaires dont vous êtes, qui est exceptionnelle, qui, dans certains cas, sont des leaders sur le plan international. Alors moi, je pense qu'il faut continuer à renforcer ça. Il faut continuer à avancer dans cette direction-là, parce que notre avenir économique en dépend, puis parce qu'encore une fois, je vous le dis, puis je termine là-dessus, vous êtes une formidable source de confiance, d'enrichissement et de fierté pour notre société québécoise. Alors, on continue. Merci beaucoup de vous être présenté aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci énormément, M. Drainville. On en profiterait pour ceux qui auraient des questions. Vous avez juste à me faire signe, je vais aller vous rejoindre dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question ou un commentaire pour M. Drainville? Bonjour, Michel Dufresne, président de la jeunesse. Monsieur Drainville, vous parlez tantôt de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez déjà pensé d'instaurer l'entrepreneuriat à l'école, que ce soit l'école primaire, secondaire? On sait qu'il y a un collège qui existe dans la Beauce, tout ça. Mais de permettre aux jeunes de s'informer ou de pouvoir vivre l'entrepreneuriat plus tôt, finalement. Je vous dirais que c'est une excellente question pour ma collègue Marie Malavoie, ministre de l'Éducation. Elle est en train de manger sa salade. Je n'oserais pas l'inviter à venir répondre à ma place. Mais je vous dirais, pour le moment, à tout le moins, il n'y a pas de plan spécifique là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on est conscient que c'est une valeur qu'il faut inculquer davantage. Quelle forme précise ça pourrait prendre, je vous dirais qu'on n'en est pas là encore. Mais par contre, je prends note qu'il y a déjà des initiatives qui se font. Par exemple, le parcours vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est un projet qui est né dans le milieu ici. Le CLD y a contribué, les Carrefour Jeunesse, le Cégep Édouard-Montpetit, la commission scolaire. Alors, l'idée, c'est de créer du maillage, de faire en sorte justement que nos jeunes soient davantage éveillés à la question de l'entrepreneuriat. Mais pour ce qui est du reste, pour ce qui est du programme scolaire, dans le fond, parce que c'est la question que vous me posez, si vous me permettez, pendant le repas, vous pourrez poser la question à Mme Malavoie et elle pourra vous donner une réponse. Mais je ne voudrais pas m'avancer sur son terrain. Merci. Merci, M. Drainville. Donc, excellent point. Vous pourrez, évidemment, tout au cours du dîner, poser des questions, soit à M. Drainville ou encore à Mme Malavoie qui est ici présente. Donc, on va profiter des prochains instants pour inviter les gens de la table d'honneur à venir à l'avant. On va procéder aux photos officielles. Et entre-temps, je vais vous parler de quelques événements qui seront présentés dans les prochains jours et présentés par la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. On a tout d'abord vendredi le rendez-vous de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil qui représente 178 entreprises et projets, un chiffre d'affaires de 160 millions de dollars et 2886 emplois. Donc, dans la lignée de ce que M. Drainville faisait notion tout à l'heure, ça fait beaucoup de gens qui sont interpellés à faire de l'entrepreneuriat. Donc, c'est présenté ce vendredi, un dîner prolongé qui a lieu à l'hôtel Sandman. Donc, allez sur le site de la Chambre, ccirs.qc.ca, pour tous les détails. Et à noter qu'ici même, lundi prochain, dans le cadre d'un 5 à 7, on procédera à la 29e présentation de dévoilement des finalistes des prix Excellence
Donc, c'est une invitation qui est lancée à tout le monde pour y assister à compter de 17 h ici même la semaine prochaine. Maître Fortier vous en parlait tout à l'heure. Un grand événement va avoir lieu le 19 avril prochain, le lancement économique de l'autoroute 30. On vous donnera tous les détails dans les prochains jours relativement à cet événement qui va regrouper toute la grande Rive-Sud. Donc, bon appétit à tous. Merci de votre présence au nom de toute l'équipe de la Chambre. Merci encore, M. Drainville, de votre présence aujourd'hui et on va procéder aux photos officielles. Merci à tous.